Bienvenue à tous, c'est Info Soir, à la une de l'actualité ce lundi. Sa Majesté le Roi lance à Fès le programme de valorisation des activités économiques et d'amélioration du cadre de vie dans la Médina, un programme de nouvelle génération qui vise la sauvegarde et la pérennisation des métiers traditionnels. Faire le point sur la situation sanitaire au Maroc après la propagation du nouveau coronavirus dans le monde. Le chef du gouvernement et le ministre de la Santé ont pris la parole ce lundi. Un point de presse lors duquel les deux responsables ont confirmé qu'aucun cas n'a été enregistré à ce stade. Mettre en place un espace régional de dialogue et de coopération en matière de migration, une disposition que l'on retrouve dans la déclaration finale de Marrakech, la cité ocre qui a abrité les travaux de la 8e conférence ministérielle du dialogue 5+5. De la musique pour terminer avec Indy Zara qui a retrouvé ce week-end son public marocain au théâtre Mohamed V, un concert d'anthologie au cours duquel l'artiste a chanté tous ses grands succès tout en réservant de belles surprises à ses fans. C'est à découvrir à la fin de cette émission. Madame, Monsieur, bonsoir. Sa Majesté le Roi lance à Fès le programme de valorisation des activités économiques et d'amélioration du cadre de vie dans la Médina. Un programme de nouvelle génération qui vise la sauvegarde et la pérennisation des métiers traditionnels. Sa Majesté le Roi a dans ce sens présidé une cérémonie de signature d'une convention de partenariat et de financement relative à ce programme qui concerne 1197 sites. C'est un reportage de Khalid Njdih, C'est à l'emblématique Place Rsif que Sa Majesté le Roi Mohamed VI a lancé le programme de valorisation des activités économiques et d'amélioration du cadre de vie dans la Médina de Fès d'ici 2024. Un ambitieux programme qui vise la sauvegarde de la pérennisation des métiers traditionnels et l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Doté d'un budget de 670 millions de dirhams, ce chantier changera le visage de cette cité millénaire et développera son économie. Il s'agit aujourd'hui de renforcer l'attractivité économique et touristique de la Médina, d'assurer la mise à niveau des espaces publics dans la Médina de Fès, de réhabiliter les équipements de proximité et aussi de traiter les bâtiments menaçants en ruine pour évacuer tous les risques qui menacent la population et les visiteurs. Ce programme qui concerne environ 2000 sites porte sur la restauration et la réhabilitation du patrimoine historique de la Médina ou encore la requalification de ces espaces urbains. Pour accélérer la mise en œuvre de ces projets, cette cérémonie de signature de convention impliquant plusieurs départements a été présidée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. La contribution du ministère des Habous et des Affaires islamiques se traduira par le réaménagement de plusieurs constructions et lieux de culte de l'ancienne Médina. Cela concernera notamment 55 mosquées ou encore 28 écoles coraniques. Aujourd'hui, on a signé la convention devant Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et notre département participe dans la mise en œuvre d'un certain nombre de travaux, notamment les travaux de réhabilitation des bâtisses et aussi la mise à niveau de la Médina, de l'ancienne Médina de Fès. Cet ambitieux programme a été vivement salué par les habitants de la ville de Fès. Ce chantier s'ajoute à celui visant la mise en valeur de la Médina, dotée d'une enveloppe de 583 millions de dirhams. Le souverain qui a ensuite visité le chantier de restauration de Foundouk Rachfin, un projet de 6 millions de dirhams qui s'inscrit dans le cadre du programme complémentaire de mise en valeur de la Médina de Fès pour la période 2018-2023. On retrouve Amina Mdkhalak, Khalid Njdih et Ahmed Amerbouh. C'est au cœur de l'ancienne Médina que Sa Majesté le Roi Mohamed VI a visité le chantier de restauration de Foundouk Rachfin. D'un coût global de 6 millions de dirhams, ce projet permettra la sauvegarde du patrimoine de la capitale spirituelle du royaume. Un réaménagement qui vise également à conserver l'authenticité de ce type de structure chargée d'histoire. Nous avons procédé d'abord à une analyse de la structure existante. Nous avons situé les parties en rajout qu'il faudrait éliminer
pour lui redonner son aspect original. Nous allons donc procéder aux éliminations de tous les rajouts de matériaux modernes comme le béton armé, la brique creuse, pour lui redonner toutes les structures traditionnelles authentiques. Le fondour qui fera peau neuve dans 15 mois est surtout une aubaine pour les commerçants et artisans de l'ancienne Médina. Ils saluent ce projet de réaménagement à même d'améliorer leurs conditions de travail et de booster l'attractivité touristique de la ville. Ce type de projet permet de faire ressusciter ce qu'il y a de plus beau dans la Médina tout en accélérant le développement économique de la ville. C'est ainsi que nous percevons la restauration de ces fondours emblématiques. Ces chantiers changent le visage de la Médina. Sa Majesté le roi Mohamed VI nous permet aujourd'hui de rénover la vieille ville tout en maintenant sa richesse culturelle et son authenticité. Ces travaux, qui suscitent également l'engouement de l'ensemble des habitants de la ville de Fès, s'inscrivent dans le cadre du programme complémentaire de mise en valeur de la Médina d'ici 2023. Sa convention de partenariat et de financement avait été signée sous la présidence de Sa Majesté le roi Mohamed VI le 14 mai 2018 à Rabat. Rassurer l'opinion publique et faire le point sur la situation sanitaire au Maroc après la propagation du nouveau coronavirus dans le monde. Le chef du gouvernement et le ministre de la Santé ont pris la parole ce lundi, un point de presse lors duquel les deux responsables ont confirmé qu'aucun cas n'a été enregistré à ce stade et que les 27 cas suspects ont tous été révélés négatifs après des tests effectués en laboratoire. Le point dans ce reportage de Nadia Ouhtaï, Youssef Lotfi, le récit et de Rizlan Taibi. Aucun cas d'infection au Covid-19 n'a été enregistré au Maroc. C'est ce qu'a assuré le chef du gouvernement lors d'un point de presse. Saad Eddine Al-Othmani a aussi répondu aux questions des journalistes concernant les mesures préventives adoptées par le Comité national de pilotage qui suit la situation épidémiologique à travers le monde. Si le Maroc est épargné jusqu'à présent par cette épidémie, c'est grâce aux mesures de vigilance en vigueur dans les aéroports, les ports et les postes frontières terrestres. Le ministre de la Santé a aussi répondu aux questions des journalistes. Il a affirmé que 27 cas suspects ont été recensés, mais les tests de laboratoire se sont révélés négatifs. À chaque fois qu'un cas est suspect, la cellule de veille se mobilise. La personne concernée est confinée. Elle subit une batterie de tests et d'examens médicaux avant d'être libérée. Concernant les liaisons aériennes, aucune n'a été suspendue hormis la ligne Casa-Pékin. Pour ce qui est des événements internationaux prévus au Maroc, certains pourraient être reportés ou annulés. Le coronavirus qui perturbe pour beaucoup les plans de voyage, les conséquences du Covid-19 n'épargnent pas le secteur touristique. Alors comment les professionnels du secteur au Maroc affrontent-ils cette crise? Élément de réponse avec ce reportage réalisé à Marrakech par Izza Sharqi et Mohamed Chahim. Baisse des réservations hôtelières et annulation des vols en première ligne de cette panique engendrée par le coronavirus. Le tourisme en subit de plein fouet les conséquences. En effet, agences de voyage et tour opérateurs marocains se plaignent du fait que les touristes, habituellement fervents d'escapades en Asie, sont devenus réticents à réserver un voyage vers cette zone où la situation reste incertaine. D'autres redoutent les blocages à l'aéroport liés notamment au suspens des vols par les compagnies aériennes. Dans les destinations qui sont les plus classiques comme le Singapour, la Malaisie, le Hong Kong, la Chine, là sincèrement on a vu une baisse, si ce n'est pas franchement un arrêt complet. Il y a aussi un arrêt des voyages où les gens commencent à bloquer pour ne pas être dans la foule ou dans des vols avec tout le monde. En ce qui concerne l'afflux des touristes au Maroc, les professionnels du tourisme restent pour l'instant optimistes et appellent les utilisateurs des réseaux sociaux à éviter d'alimenter la toile en fausses rumeurs quant à la propagation du virus dans le pays. Alhamdoulilah, pour l'instant, à Marrakech et en général dans tout le Maroc, nous n'avons pas de coronavirus. Le tourisme marche très bien, tous les hôtels de Marrakech sont pleins.
la fin du mois de février et tout le mois de mars. Et nous appelons aussi tous les réseaux sociaux à ne pas communiquer de fausses informations là-dessus parce que ça peut faire paniquer les gens. Selon la Confédération nationale du tourisme, 150 000 Chinois ont visité le Maroc en 2019. L'institution assure qu'en raison du coronavirus, le secteur n'atteindra pas ce niveau de performance en 2020, sachant que la haute saison sur le segment chinois s'étale de janvier à avril. Le tourisme, qui est l'un des secteurs les plus touchés au niveau économique par l'expansion de Covid-19, l'épidémie du nouveau coronavirus amputera les revenus du tourisme mondial d'au moins 22 milliards de dollars, ce qui correspond à la baisse des dépenses des touristes chinois, selon la présidente du Conseil mondial des voyages et du tourisme. Et si l'épidémie de Covid-19 semble faiblir en Chine, où des mesures de quarantaine draconiennes visent plus de 50 millions de personnes, elle continue de s'aggraver dans plusieurs pays, notamment en Italie, en Corée du Sud et en Iran. Des premiers cas ont également été enregistrés au Portugal, en Tunisie et en Arabie Saoudite. Le point avec Rita Zah. Blida, commune algérienne de plus de 160 000 habitants, située à 50 km d'Alger. C'est ici que les deux nouveaux cas de coronavirus ont été détectés. Une femme de 53 ans et sa fille, toutes deux étaient en contact avec deux personnes franco-algériennes testées positives au Covid-19 de retour en France. Depuis le début de l'épidémie, 3 cas ont été diagnostiqués dans le pays. La Tunisie a elle aussi annoncé cet après-midi son premier cas de coronavirus. Il s'agirait d'un homme d'une quarantaine d'années, arrivé d'Italie par voie maritime. En France, où le stade 2 de l'épidémie a été déclenché, de nouvelles personnes ont succombé à la maladie. Des patients originaires du département de l'Oise. Le pays, qui a diagnostiqué au moins 178 cas du virus, a également restreint les manifestations de plus de 5000 personnes. Plusieurs monuments ont également été fermés au grand public. On est venu de loin pour visiter Paris. Malheureusement, on ne peut pas rentrer à l'intérieur. C'est triste. On préfère être en sécurité. Notre santé est plus importante que de visiter le monument. On peut le voir de l'extérieur. Même son de cloche en Allemagne voisine, où au moins 129 personnes ont été testées positives au Covid-19. En Italie, foyer du virus en Europe, le nombre de malades a explosé avec plus de 2036 personnes contaminées pour plus de 50 décès. Une situation qui préoccupe l'Europe entière. Le niveau de risque est d'ailleurs passé de modéré à élevé dans l'Union européenne. Ce que nous avons appris jusqu'à présent, notamment grâce à ce que la Chine a vécu, c'est que chaque pays doit se préparer. La mondialisation a laissé des traces partout. Nous ne devons pas céder à la panique, mais la situation risque de s'aggraver davantage. Nous devons donc nous préparer, et le temps presse. Une situation qui s'est d'ores et déjà aggravée en Iran. Le pays a d'ailleurs appelé sa population à rester chez elle. Paris, Berlin et Londres ont annoncé un soutien matériel et financier pour venir en aide au pays. Une mission de l'OMS est arrivée aujourd'hui à Téhéran avec du matériel sanitaire, des équipes médicales ainsi que des experts. Nous annonçons 523 nouveaux cas de personnes infectées et 12 nouveaux décès. Le nombre total de cas est de 1503 et le nombre total de morts est donc de 66. En Chine, où des mesures de confinement drastiques ont été mises en place, le nombre quotidien de personnes contaminées et décédées est en baisse. Dans le reste du monde, des premiers patients atteints du Covid-19 ont été diagnostiqués en Nouvelle-Zélande, en Russie, en Indonésie, en République dominicaine, au Sénégal, en Arabie Saoudite ou encore dans l'État de New York. À l'international, toujours, les Israéliens appelés aux urnes pour la 3e fois en moins d'1 an. Les élections législatives ont eu lieu ce lundi en Israël. Les électeurs doivent renouveler leur parlement et tenter de mettre fin à une crise politique et sceller le sort du Premier ministre Benjamin Netanyahou, inculpé pour corruption. Quelques 6,5 millions d'électeurs sont conviés pour ce scrutin qui a débuté ce matin à 5 heures, horaire GMT. Des résultats préliminaires sont attendus ce soir.
Le président turc somme l'Europe de prendre sa part du fardeau dans l'accueil de migrants. Des millions de migrants se dirigeront bientôt vers l'Europe après que la Turquie a ouvert ses frontières. C'est ce qu'a affirmé ce lundi Recep Tayyip Erdogan, accentuant la pression sur le vieux continent qui redoute un afflux majeur alors que la Grèce dit avoir bloqué l'entrée illégale de 10 000 migrants en 24 heures. Ce sont au moins 2 000 migrants supplémentaires qui sont arrivés à la frontière grecque. Mettre en place un espace régional de dialogue et de coopération en matière de migration et travailler ensemble dans un esprit de partenariat, des dispositions que l'on retrouve dans la déclaration finale de Marrakech, la cité ocre qui a abrité les travaux de la 8e conférence ministérielle du dialogue 5+5. Reportage Lahsen Houban et Adil Bouskri sur un commentaire de Mamadou Diaye. La transversalité de la question migratoire entre l'Europe et l'Afrique, la nécessité de mettre en place des politiques qui tiennent compte de la dimension développement de l'équation migratoire, les sujets ont été au centre des débats de cette 8e conférence ministérielle du dialogue 5+5. La fermeture d'une route clandestine ici entraîne l'ouverture d'une autre ailleurs. Il était donc grand temps de tenir cette conférence qui consacre la place que la migration occupe en Méditerranée occidentale, autant qu'elle démontre la pertinence de notre groupement pour traiter de cette question. Au terme de 2 jours d'échange, les ministres conviennent d'une approche de la question basée sur la solidarité et la confiance mutuelle. Ils ont également mis l'accent, entre autres, sur la définition de stratégies concertées et ciblées, faisant de la migration une opportunité pour le développement. Je pense que cela montre également que le destin de l'Europe et le destin de l'Afrique sont communs et nous devons trouver une approche commune et partager nos responsabilités. Et je pense que ce qui est bien dans cette conférence, c'est qu'il y a beaucoup de bonnes pratiques. L'ACNUSEC, l'organisation que je représente ici, est là pour aussi fournir des données économiques, des instruments, des bonnes pratiques. Par exemple, comment encourager l'entrepreneuriat des migrants, comment mettre des chiffres sur le fait que la migration est quelque chose qui peut aider le développement économique d'un pays. Les revers de la migration ont également été examinés. Le drame de l'immigration pointé du doigt, des pertes en vies humaines causées par des réseaux de trafic illicite de migrants et de traite de personnes. Les ministres réitèrent leur volonté de combattre un tel fléau qui a coûté la vie à plus de 600 personnes en Méditerranée en 2019. À présent, ce démantèlement d'une cellule terroriste de 4 individus partisans de l'État islamique s'activant à Sidi Slimane. L'opération s'est soldée par la saisie d'appareils électroniques, d'armes blanches de gros calibre, d'un treillis militaire et d'un masque, ainsi que de plusieurs manuscrits prouvant l'adhésion des 4 suspects âgés entre 23 et 51 ans à la pensée de Daesh, dont notamment un texte d'allégeance à l'ex-calife autoproclamé. Je vous propose maintenant de découvrir une nouvelle plateforme électronique qui vise à simplifier les procédures administratives, le registre national électronique des sûretés mobilières qui a été lancé aujourd'hui à Rabat. C'est un reportage de Mariam Amellel sur un récit de Rita Sah. Permettre à de nombreux commerçants et divers opérateurs économiques du pays d'obtenir un crédit et favoriser ainsi l'accès à l'entrepreneuriat, ce sont les objectifs de ce registre national électronique des sûretés mobilières. Lancé aujourd'hui par Saadetdine Al-Othmani lors d'une cérémonie dans la capitale, ce dispositif devrait changer la vie de nombreux citoyens. Les jeunes entrepreneurs, les très petites et moyennes entreprises pourront bénéficier d'un financement bancaire à travers des garanties qui ne sont pas immobilières, comme les maisons ou les terrains. Mais il s'agira de comptes bancaires, de voitures ou d'autres valeurs mobilières. Cela va leur faciliter l'obtention d'un financement. À travers une plateforme électronique mise en place par le ministère de la Justice, les petites et moyennes entreprises ainsi que de nombreux entrepreneurs pourront donc accéder plus facilement à l'autofinancement. Les procédures administratives seront elles aussi simplifiées. Ce registre va contenir les garanties mobilières pour permettre aux entrepreneurs de bénéficier de crédits bancaires. C'est une gestion dématérialisée, à distance. Cela rentre dans le cadre de la simplification des procédures dans le royaume.
Diverses données, notamment relatives au nombre de sûretés mobilières, seront fournies aux administrations et institutions publiques. Ces dernières seront chargées de fournir aux utilisateurs une assistance technique, si besoin est. De la musique pour terminer avec Indy Zahra qui a retrouvé ce week-end son public marocain au théâtre Mohamed V, un concert d'anthologie au cours duquel l'artiste a chanté tous ses grands succès tout en réservant de belles surprises à ses fans et en s'entourant d'autres musiciens. C'est un reportage de Mohamed El-Qant et Hicham Sunni, le commentaire est de Sami Hals. Indy Zahra, en caftan customisé, remonte aux sources de sa musique. 10 ans après s'être produite sur la scène de Mawazine, l'interprète de Beautiful Tango retrouve son public marocain. L'ambiance est bluesy, rehaussée de notes orientales et berbères, avec des textes amazigh, français, darija et anglais. Pour ce concert, l'artiste a tenu à s'entourer de musiciens 100% Homeland. J'ai rencontré Medina Soli à la première tournée que j'ai faite ici. Et du coup, on a fait cette collaboration et réuni des musiciens pour faire des concerts au Maroc. C'est une grande fierté pour moi de revenir ici. Et j'ai beaucoup de stress parce que j'ai envie que le concert plaise aux gens et que ça leur fasse du bien. Paris relevé haut la main, le public est transporté. Normal, Indy Zahra est une bête de scène, issue d'une famille d'artistes dont les plus célèbres ne sont autres que les Oudaden. Sur les planches du théâtre Mohamed V, elle a interprété Imik Simik ou encore stand-up. De quoi ravir tous ses fans. C'est une artiste hyper intéressante dans sa musique, dans le sens où elle tire son origine musicale, la culture d'Yana Amazir, ce qui est hyper bien. Une artiste hyper originale. Je l'ai déjà vue à Paris avec notamment le groupe Tina Riwen, donc j'aime beaucoup et je suis fière d'elle. Je trouve qu'elle représente bien la femme marocaine. Au final, les Gnawa s'invitent sur scène. La musique de Indy Zahra est marocaine et universelle. Elle traverse les frontières à travers des rythmes à la fois zen et extatiques. On n'y perd jamais ses repères. On s'y retrouve en plongeant dans une transe rêveuse et harmonieuse. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Sa Majesté le Roi lance à Fès le programme de valorisation des activités économiques et d'amélioration du cadre de vie dans la Médina. Un programme de nouvelle génération qui vise la sauvegarde et la pérennisation des métiers traditionnels. Sa Majesté le Roi a dans ce sens présidé la cérémonie de signature de la convention de partenariat et de financement relative à ce programme qui concerne 1197 sites. Le souverain a ensuite visité le chantier de restauration de Fundouk Khrashfiyin, un projet de 6 millions de dirhams qui s'inscrit dans le cadre du programme complémentaire de mise en valeur de la Médina de Fès pour la période 2018-2023. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal Al-Massaïa vous sera présenté par Zahra Etihel. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain si tout va bien. En attendant, excellente soirée à tous.